Emmanuel Macron qui inaugurait donc hier à Saint-Nazaire le premier champ français d'éolien offshore, un parc offshore qui a mis 11 ans à émerger. Bonjour Philippe. Bonjour David. Philippe Escan, éditorialiste au Monde. Donc on y est, ça y est, hein, la France dispose, certains diront enfin, de sa première grande centrale électrique éolienne offshore. C'est assez impressionnant, hein. On a des mâts de plus de 200 mètres d'altitude, c'est ça, il y a 80 mâts si je ne me trompe pas. Oui, Et ce c'est qu'il y a de ça, bien, c'est tout que à ça va fait. fournir pas mal d'électricité dans le département, hein. Oui, c'est-à-dire que là, avec l'éolien offshore, ce qu'on peut pas beaucoup plus difficilement faire sur Terre, on peut faire des quantités entre guillemets industrielles, c'est-à-dire avoir quelque chose qui ressemble vraiment à une centrale électrique traditionnelle, c'est-à-dire qui fournit de l'électricité pour un grand nombre de consommateurs. Donc celle-là, elle fournira, elle a une capacité de 480 mégawatts et on nous assure qu'elle va pouvoir subvenir aux besoins de 20% des besoins du département de Loire-Atlantique, ce qui est quand même déjà pas négligeable. Alors évidemment, c'est à la fois un grand pas pour la France, mais c'est quand même un tout petit pas au niveau européen, puisque il faut quand même rappeler que les Britanniques ont déjà 10 gigawatts d'installés. Alors bon, ils sont parmi les premiers au monde avec la Chine en termes de déploiement d'éoliennes en mer. Mais C'est 20 fois Saint-Nazaire, pardon, pour remettre un peu c'est ça, voilà, les c'est 20 fois proportions. Saint-Nazaire. L'Allemagne, dont on sait qu'ils étaient partis très tôt sur le sujet, ils sont à presque 8 gigawatts. Et même les Pays-Bas font quand même 3 fois plus que la France actuellement. Donc, effectivement, la France est en retard et elle est en retard pour de mauvaises raisons. C'est-à-dire qu'elle pourra même pas. Les éoliennes qui seront installées à Saint-Nazaire, par exemple, sont pas le up-to-date technologique parce que c'est la technologie qui avait été décidée il y a 10 ans. Alors, il y a une petite marge de progression, mais on ne peut pas non plus changer au milieu l'ensemble du cahier des charges technologiques. Donc c'est un vrai handicap et ce qu'on espère c'est que normalement devrait sortir de terre, de mer plutôt, un champ d'éoliennes à Saint-Brieuc, un autre à Fécamp, un autre à Courseulles et Donc on ça peut devrait. rattraper, juste Philippe, on peut Ouais, rattraper notre retard. On dit souvent à qui la faute, encore une fois, et on met souvent ouais. en avant les délais d'instruction, les délais d'autorisation qui sont, on connaît ce chiffre, 2 fois plus longs qu'en Allemagne. C'est ça la seule cause et comment, encore une fois, on rattrape ce retard? Alors, pour le rattraper, c'est difficile parce que, alors, il y a d'abord la planification, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on prévoit de faire. Emmanuel Macron à Belfort a annoncé une ambition phénoménale si on regarde par rapport aux chiffres qu'on vient de citer, puisqu'il parle de 40 gigawatts, 50 parcs en mer en 2050. Alors, si déjà on tient l'objectif 2008, 3,6 gigawatts, ça sera déjà pas mal. Alors effectivement, vous l'avez cité, il y a le problème des délais d'instruction. Alors beaucoup de recours parce qu'il y a des opposants extrêmement fermes, etc. Il y a beaucoup de recours, mais il y a aussi de l'administratif. Enfin, c'est très long et très complexe. C'est le cas aussi dans l'énergie solaire. Et effectivement, c'est un frein certain. Est-ce que c'est parce que la France n'en avait pas fait sa priorité? Ça, c'est très probable. C'est-à-dire que la France avait vécu quand même beaucoup sur l'illusion que le nucléaire resterait absolument prédominant et donc il y a moins d'urgence que dans les autres pays à changer, à basculer ou en tout cas à développer les énergies renouvelables pour des raisons climatiques, puisqu'il y avait déjà le parc nucléaire. Et là aujourd'hui, en fait, on reçoit en pleine figure le problème un peu de la monoculture française énergétique avec tous les incidents de maintenance qu'il y a eu sur les centrales nucléaires. Donc effectivement, il On faut met les bouchées aller doubles ou plus vite. pas, juste Philippe? Est-ce qu'on met vraiment les Ouais. bouchées doubles? Il y a ce plan, encore une fois, alors vous avez dit 4 gigawatts de capacité pour 2028, plan d'accélération des énergies renouvelables, qui d'ailleurs sera présenté, c'est lundi en La Conseil des semaine prochaine, ministres, oui, avec tout à cet fait. objectif de 8 gigawatts en 2032. Est-ce qu'on sera toujours à la traîne avec 8 gigawatts? Vous me direz si aujourd'hui, ça fait que dans 8 ans, on sera au niveau des Allemands, Ouais, mais les du Allemands vont Royaume-Uni. encore développer. Alors,
oui, il y a quand même des limites. Les Allemands sont un peu en train de toucher les limites de leurs installations, mais ils vont encore en développer. Donc probablement on ne sera pas, on sera pas dans les leaders, enfin en 2028, ça c'est sûr, et même en 2032, ça restera quand même assez difficile. Alors il reste un espoir. Parce que le problème de ces retards, que ce soit en mer ou sur terre, c'est évidemment l'acceptabilité sociale de ces champs d'éoliennes. Quand on en met un ou deux, ça passe encore, mais quand on met des champs extrêmement importants, et sur terre il y en a, enfin dans le nord de la France il y a des champs qui sont déjà très très importants, et en mer ça sera considérable, et à ce moment-là il y a un problème d'acceptabilité sociale des riverains, des utilisateurs. En mer il y a des pêcheurs, etc. Et malheureusement, une des raisons aussi des difficultés françaises, c'est que le plateau continental est vite assez profond sur les côtes françaises, et donc à ce moment-là, on ne peut plus mettre des mâts avec un socle en béton appuyé sur le sol. Il faut passer à d'autres technologies pour les mettre plus loin. Et donc l'espoir, c'est que effectivement, si on arrive à développer des technologies d'éoliennes flottantes, qui peuvent se mettre comme des plateformes de forage finalement en pleine mer, à ce moment-là, on aura plus ou moins de problèmes avec les riverains. Donc moins de nuisances pour les riverains, voilà. Et puis plus de vent aussi, plus de vent en mer que sur terre. Et plus de vent en haute mer, on va dire, que sur le rivage proche. Le seul problème, c'est que... c'est beaucoup plus cher à faire. Alors c'est plus cher parce qu'il faut amener l'électricité, il faut tirer les câbles, les installations sont plus chères. Et puis également, la technologie n'est pas encore mûre, c'est-à-dire que pour l'instant il n'y a que des prototypes. En fait, c'est pas du tout comme mettre une plateforme de forage en pleine mer, parce qu'il y a un mât qui fait 200 mètres, vous l'avez dit, 200 mètres de haut au-dessus, et lui il va prendre le vent, et donc les tensions qu'il y a sur les câbles et tout ça qui arriment la plateforme sont considérables, beaucoup plus que pour une plateforme pétrolière. Et c'est pour ça que pour l'instant, on a du mal à résoudre ce problème. Et l'autre sujet qui intéresse les Français dans leur développement, c'est que quand on parle de la Méditerranée, c'est même pas la peine de penser à poser des éoliennes sur le sol, parce que le profil très montagneux fait que de toute façon le fond, on tombe tout de suite dans des hauts fonds, et donc en Méditerranée, si on veut mettre des éoliennes en mer, il faudra de toute façon passer par du flottant. Donc c'est un peu l'enjeu des 10 ans à venir, c'est ce qu'on arrivera à développer cette technologie. Biden a promis d'investir 50 milliards de dollars dans cette technologie pour pouvoir en mettre également. Donc en fait, pour vraiment avoir un développement très important de l'éolien en mer, qui apparaît quand même comme la solution privilégiée en matière d'énergie renouvelable, donc il devrait être très important en 2050. Et bien les deux sujets à résoudre, c'est est-ce qu'on peut en mettre des flottantes, donc très loin, avec un rendement meilleur et plus d'acceptabilité sociale, et puis est-ce qu'on est capable de faire des appareils de stockage d'énergie qui permettraient qu'elle puisse stocker l'énergie et la redélivrer au moment où le vent tombe. C'est la question, c'est intéressant Philippe, c'est la question de la permittance du vent. On résout un bout de l'équation avec des éoliennes en mer, offshore en mer, mais il faut aussi stocker malgré tout cette énergie, cette électricité. Oui, de toute façon, ce sera, en tout cas en termes d'investissement et de rendement, ça sera toujours beaucoup plus cher que ce qu'on a aujourd'hui avec des technologies classiques de type, notamment avec des hydrocarbures, du gaz ou du charbon. De toute façon, ça sera beaucoup plus cher. Pour avoir il faut des quantités énormes d'éoliennes, évidemment, pour obtenir des puissances équivalentes. Et on sait stocker, on finit là-dessus, on sait stocker aujourd'hui ou pas cette énergie cette électricité créée, encore une fois, grâce aux éoliennes en mer ou sur terre, pour pouvoir s'en servir quand il y a moins de vent, et donc stocker cette électricité, on sait faire ou pas? Non, c'est pas fait. On a des prototypes. Il y a
une entreprise à côté de Nantes, par exemple, qui travaille sur un système de stockage qui pourrait être mis au pied de l'éolienne carrément. Et à ce moment-là, on acheminerait vers la Terre non plus de l'électricité, mais de l'hydrogène par un pipeline. Et ça permettrait d'avoir effectivement à la fois un stockage, de pouvoir le stocker, et puis évidemment d'avoir des coûts moindres que d'avoir des lignes électriques avec des grosses pertes en ligne. Mais ça c'est l'objectif, mais on est face à ce mur en fait, ce mur technologique qui est est-ce qu'on arrivera à développer vraiment des grosses éoliennes assez loin du rivage, et deuxièmement, est-ce que l'énergie hydrogène sur lesquelles les Européens sont en train de mettre un argent considérable, les Allemands notamment, est-ce que ça va tenir ses promesses? Ça, c'est encore la grande inconnue au moins des 5 ans à venir. Allez, merci beaucoup. Explication signée Philippe Escande, éditorialiste au Monde. Merci Philippe, bonne journée. Merci David.